Et c'est tout à fait pour ça que les enseignants avec qui on a travaillé pour ça étaient tout à fait contents de cette façon de faire. Et tout à fait contents de cette façon de faire parce que justement, ça allait bien dans leur conception de la formation professionnelle. On ne peut pas dire comment, alors s'il y a un patient qui refuse le soin, voilà ce qu'il faut faire, non. Et en fait, ce qu'ils voulaient justement amener les apprenants à se poser ces questions-là, à analyser les situations, à peser différentes réactions possibles avec le pour et le contre. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce dispositif qui, comme je vous dis, a pris quelques années à être élaboré avec les enseignants avant de trouver une forme qui avait l'air de satisfaire à la fois aux objectifs et également à la fois les apprentis et les enseignants. Parce qu'après, il y a des discussions de classe, en fait. Hein. Ça ne s'arrête pas là. Après, on discute en classe. Et il y avait un autre intérêt du wiki, qui est aussi dans l'approche Skarda, Amalia et Berreiter, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas juste une fois pour l'exercice et après, on jette le truc. L'idée, c'est que ces épisodes-là, ils sont accessibles encore après, pendant l'année, voire toute la formation. Parce que ça, c'était en première année, je pense. Première ou deuxième année. Donc en fait, c'est 3 ans la formation. Donc ils ont cette accès. Donc l'idée, c'est d'avoir un épisode, enfin des bases d'épisodes vraiment dans la logique Skarda, Amalia et Berreiter, pour ceux qui connaissent ce qu'ils ont fait, d'avoir une construction, une collaboration de connaissances. Et peut-être aussi, je peux répondre à la question aussi de Sylvie par rapport aux communautés de pratique, aux réseaux sociaux. Le fait est qu'ils vont toujours chercher, de toute façon, des informations auprès de leurs pairs. Alors après, les pairs, ça peut être les personnes qui sont, pour les apprentis, qui sont dans le lieu de stage ou le lieu de travail. Ça peut être les autres apprentis de l'école. La différence avec les réseaux sociaux, c'est qu'on maîtrise moins qui est le père en face, en fait. Et donc, c'est là que ça échappe un petit peu. Mais de toute façon, ces discussions, il y a besoin ils ont besoin pour se construire leur identité et parce qu'ils ont toujours une certaine méfiance par rapport au formateur, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, et encore plus s'il est dans une institution qui est vue comme externe au métier lui-même. Enfin, c'est des choses... Ok, donc moi, mon idée, c'était de vous donner quelques pointeurs sur ce que les recherches en informatique peuvent apporter comme instrumentation, aide, cadre, etc., aux travaux qui sont conduits dans le dispositif EER. Alors, avant même de parler de recherche, j'en ai discuté avec Thérèse Laferrière, là, elle est repartie, mais je lui ai demandé comment ils avaient observé dans l'ensemble de la durée de leur opération le rôle des outils informatiques et la façon dont les parties prenantes avaient souhaité demander des améliorations, etc. Et elle m'a dit qu'effectivement, ils l'avaient fait de façon très soigneuse tout au long du temps, c'est-à-dire que chaque année, chaque fois qu'il y avait des versions d'outils, les gens notaient ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qu'ils voudraient améliorer, et puis ça donnait lieu à des versions suivantes. Donc moi, vraiment, je vous incite dans ce dispositif à ce que quelqu'un ait ce rôle-là, à la fin de chaque année peut-être, de noter, déjà avec les outils existants, sans parler des outils de la recherche que vous pourrez aller chercher après, mais de noter avec les outils existants ce qui va et ce qui ne va pas. J'aime bien dire que les informaticiens font ce qu'ils peuvent, ils font des fois très mal, mais bref, si les utilisateurs ne disent pas ce qu'ils veulent, ça ne va pas marcher. Hein, ça ne va pas marcher tout seul. On peut essayer de deviner, mais en général, ça ne marche pas très bien. Ça marche beaucoup mieux quand les gens expriment clairement ce qu'ils font. Alors, il faut innover de temps en temps, donc c'est vrai que c'est plus facile d'exprimer ce qu'on veut à partir d'un outil qui est imparfait que d'inventer complètement ce qu'on voudrait, mais il ne faut pas non plus se limiter et on peut inventer aussi. Voilà, donc ça c'est un premier conseil sur le dispositif, je crois. C'est la technologie qui vous aide, mais essayez de maîtriser quelque part les progrès de la technologie. Alors après, il y a des domaines de recherche et en préparant ce petit topo, je suis allée en interroger 2 parce qu'on pourrait aller partout. Moi, ma casquette de recherche, c'est intelligence artificielle et éducation. Donc je suis allée pour vous regarder 2 sources. D'une part, l'ensemble des revues, enfin des numéros de la revue Artificial Intelligence and Education qui, par bonheur, je dirais, pour notre sujet, a publié des numéros spéciaux qui vont nous intéresser. Alors, juste un mot, dans ce domaine-là, on fait des tuteurs intelligents, Intelligent Tutoring Systems, depuis les années 80, donc c'est pas de hier, c'est d'avant-hier. Hein. Et l'objectif, ça a été de l'adaptation à l'apprenant. Il me semble que l'adaptation à l'apprenant, c'est tout à fait dans le contexte EER, parce que
On est dans des cas où il y a des classes divisées, des groupes, des petits groupes d'élèves, etc. Et qu'en gros, je vous ai entendu dire hier, on veut que les élèves soient bien encadrés pendant que l'enseignant est avec un autre groupe d'élèves ou des choses de ce genre. Et à ce moment-là, avoir des outils qui s'adaptent au groupe d'élèves qui est en train de travailler en autonomie, c'est certainement intéressant, même si ce n'est pas peut-être le cœur du sujet, mais je pense que ça fait partie de ces types de classes. Alors, moyennant quoi, l'objectif de ces travaux-là, ça a toujours été de l'adaptation à l'apprenant. Ça fonctionne à partir de modèles d'apprenants. Alors, désolé pour les psychologues, ce n'est pas des vrais modèles, hein, c'est des informations sur l'apprenant. Et puis, il y a une autre communauté qui a un peu pris le relais, qui s'est mise à travailler de façon plus large. Alors, on aurait aussi les professionnels. Là, on quitte le champ uniquement de l'éducation. C'est toute la communauté user modeling. Hein, donc, si vous voulez faire de l'adaptation à la personne, il vous faut des informations sur cette personne. En gros, on va trouver ça. Et puis après, comme on a beaucoup parlé de collaboration, il y a une autre communauté qui s'appelle Computer Supported Collaborative Learning, qui essaye de travailler depuis, en gros, les années 90 et de faire des propositions. La différence, c'est que leur premier objet a été de supporter, d'encourager la collaboration et pas l'adaptation à la personne. C'est deux problèmes un peu différents, même si ce serait bien que les deux marchent ensemble. Et donc, on ne trouve pas les mêmes modèles, mais curieusement, ou pas curieusement, mais je pense que Mireille parlerait de ça mieux que moi, cette communauté-là a trouvé ses origines dans le collaborative writing, et donc ça relie aussi un petit peu tous ces travaux-là. Alors là, pas la difficulté, mais l'approche, disons, c'est que comme cette communauté, elle veut aider la collaboration, elle travaille à base de scripts. En gros, on ne laisse pas les gens complètement libres de faire parce qu'à ce moment-là, on n'arrive pas à suivre ce qu'ils font, mais on essaye de les encadrer un petit peu dans un script. Et puis, à partir de ça, on va analyser ce qu'ils font et on va essayer de pousser certaines parties ou d'autres pour améliorer, ou détecter des faiblesses de collaboration ou des choses de ce type-là. Donc voilà, donc ça c'est le cadre que je vous propose un tout petit peu pour réfléchir, mais vous ferez ça plus tard parce qu'à cette heure-ci, à mon avis, ça va être dur. Alors, vous garderez ça, je les ai donnés à Béatrice, en fait, c'est transparent, donc je pense que vous pourrez les faire circuler après. Vous avez les références. Il y a eu un numéro spécial, il est récent, 2016, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Les approches de la personnalisation, ça reste la modélisation des apprenants et de leur performance. On essaye de concevoir un support adaptatif. Et alors, c'est une limite, hein, mais je pense qu'elle va intervenir dans l'éducation. On a parlé des big data et du reste. On ne pourra pas progresser si on n'accepte pas des standards pour les modèles apprenants. Parce qu'il n'y a rien qui s'exporte aujourd'hui, on n'a pas d'interopérabilité, et en gros, on ne peut pas progresser. Donc, il va nous tomber sur la tête, et on ne va pas apprécier, parce que les standards, c'est jamais drôle. Hein. Mais il faudra trouver des équilibres, des compromis, je ne sais pas, mais ils insistent bien sur le fait que si on n'arrive pas à avoir des standards de représentation des comportements d'apprenants, on ne peut pas progresser au niveau technique. Hein. Alors après, à quoi il faut s'attendre dans le futur, c'est-à-dire de quoi vous pourriez rêver et puis essayer peut-être d'agréger ça dans vos expérimentations. Eh bien, en gros, on sait prendre de plus en plus d'informations en compte, y compris des informations issues du contexte, et vous avez beaucoup parlé du fait qu'il y a la tâche, il y a ce qu'on fait, mais il y a dans quel contexte elle se fait, et on arrive quand même à modéliser un certain nombre de choses sur les contextes. Et puis, l'utilisation de nombreux capteurs, alors ça va du bracelet à la caméra et autres, pour observer le fonctionnement des gens dans ça qu'on sait faire. Et l'idée des chercheurs de ce domaine-là, donc, c'est d'aller vers un pervasive learner modeling, c'est-à-dire l'apprenant se déplace un peu n'importe où et son modèle suit et s'adapte. Après, alors j'ai pris l'autre revue, donc celle du champ User Modeling, et eux, ils ont fait en 2017 un numéro spécial, donc c'est intéressant. Alors, je vous donne mon tuyau, je pense que vous le connaissez. Quand on veut comme ça regarder un peu des domaines dans lesquels on n'est pas complètement pointu, un numéro spécial, c'est bien, parce qu'en général, il est fait par des gens qui sont spécialistes du domaine, et s'ils ont pris la peine de faire une bonne introduction, alors c'est pas toujours vrai, hein, mais s'ils ont pris la peine de faire une bonne introduction, ça fait un panorama résumé de où on en est, qu'est-ce que ce numéro apporte, et en gros, où est-ce qu'on veut aller. Alors, c'est à ça que j'ai joué. Hein. Donc, ils veulent aussi améliorer les apprentissages en individualisant. Hein.
Et puis, les efforts actuels, ce qui est proposé, c'est de prendre en compte davantage un niveau métacognitif, notamment tout ce qui est auto-évaluation. Et là, on retombe sur les écoles éloignées, les élèves en autonomie, de l'auto-évaluation au cours des dispositifs. Je pense que c'est vraiment important. Alors, on sait prendre aujourd'hui aussi les aspects affectifs, l'aspect engagement dans l'action, l'aspect motivation, et aussi les aptitudes à la collaboration. C'est des choses qu'on arrive à mesurer. Alors, en récupérant toutes les données dont on a parlé, après, on parlera ailleurs des questions éthiques et autres. Bon, c'est des questions qui se posent systématiquement avec la modélisation de l'apprenant. Moi, ma réponse, après, il faut avoir des dispositifs qui le permettent, qui le vérifient, mais la réponse, c'est que c'est des choses qui sont plus ou moins instantanées. Si on veut garder, à mon avis, le propriétaire du modèle, c'est l'élève, point barre, et pas d'autres institutions. Et puis l'élève le remettra en route, ou son professeur le remettra en route quand il faudra, mais bon, ça évite de les faire promener chez Monsieur Google et d'autres. Et puis, voilà, et à partir de là, on peut travailler. À un moment donné, il n'y a pas d'anonymation complète. Si on veut aider les gens, il faut avoir des données sur eux, et voilà. Mais ça peut très bien rester relativement local, en gros. Et alors après, il y a eu un autre numéro spécial, cette fois-ci, dans IJAIED, qui est, alors, vous pourriez le lire même si vous n'êtes pas du tout spécialiste de technique informatique, parce qu'en gros, ils ont fait 2 scénarios, c'est rigolo. Alors j'ai appris dystopique, c'est le scénario catastrophe, et puis il y a le scénario utopique, le contraire, le scénario chouette qui pourrait arriver. Et donc dans les 2 cas, ils décrivent le fonctionnement d'un système, d'un tuteur pas mal automatisé, avec en gros toutes les bêtises qu'on ne veut pas voir d'un côté, et puis de l'autre côté, un certain nombre de fonctionnalités qu'on n'a pas encore aujourd'hui, mais qu'on serait bien content de récupérer, et que